un petit interlude avec un projet PEP qui concerne le PEP Lorest. Et on se retrouve bien sûr tout de suite après. Merci. Alors, nous sommes donc Adeline Cicero, je suis coordonnatrice parentalité pour l'association des PEP Lorest et je suis en charge de l'accueil famille qui est l'espace de vie sociale situé à Borny. Voilà. Donc, Voilà, je vous présente ma collègue. je suis Agui Mouya, médiatrice de l'accueil famille qui se trouve à Borny. Médiatrice sociale qui fait un grand travail auprès des familles. Alors aujourd'hui, on nous avait demandé notre témoignage sur le sujet de la participation des habitants versus la manipulation. Il est vrai que parfois dans notre travail, on peut avoir l'impression de manipuler les gens alors qu'on pense que c'est très important qu'ils puissent participer, de les amener à s'autonomiser, de les amener à prendre du pouvoir en fait et à être actifs dans la vie de leur quartier. Mais il s'avère que parfois on a le sentiment que c'est pas toujours ce qu'on fait à chaque moment. Alors, pourquoi est-ce important que les gens puissent participer? Donc c'est une des premières questions qu'on s'est posées. C'est important parce que ça permet à chacun d'être à l'origine des projets, ça permet à chaque habitant d'être plus autonome. Si tu veux ajouter quelque chose, n'hésite pas. D'accord. Question suivante. Comment est-ce qu'on fait participer les habitants? Donc Maggie? Je pense que pour permettre aux personnes de participer, c'est que les personnes soient informées des projets qu'on mène à l'accueil famille dans le cadre de notre EVS. Par, pour qu'elles participent pleinement, il faut qu'elles se sentent valorisées. Il faut que leur point de vue, leur opinion soit prise en compte dans toute la globalité de l'accueil famille. Oui, et j'ajouterais aussi qu'on ne peut pas décréter la participation des personnes. En fait, il faut qu'on leur donne les moyens de faire, des outils pour qu'ils puissent prendre part au projet, mais chacun fait selon son souhait, ses disponibilités, ses possibilités, ses connaissances, son expertise et aussi son vécu. Et tu me diras, ou si tu veux compléter, il y a nécessité absolument de pouvoir se mettre quelque part, c'est peut-être pas le mot juste, mais sur un pied d'égalité avec les personnes avec qui on réfléchit. Et c'est-à-dire toujours avoir un moment où on puisse passer de l'information pour qu'ils sachent ce que nous on sait aussi. Et dans ce cas-là, il y a une relation de confiance qui se crée et qui permet la participation. Et les gens savent également, dans ce cas-là, la marge réelle qui leur est laissée, finalement, en fonction des projets. Et si les gens participent, c'est parce qu'ils ont compris l'utilité de notre EVS, ils ont compris l'implication de participer, ils ont compris pourquoi ils participent. Pour exemple, on ne peut pas demander aux personnes de participer à un projet si, prime abord, on ne leur a pas expliqué le but de ce projet-là. Alors après, il y avait la question de savoir à quel moment on passe dans la manipulation. Alors c'est vrai qu'il y a des fois où on peut être un peu gêné parce que les gens peuvent avoir le sentiment, et ils nous le disent, d'être exploités dans une logique où c'est toujours les images qui font preuve. Et pour exemple, on a eu la visite d'officiels qui viennent avec tout un Cortège. tout un cortège, oui, voilà, tout un cortège de journalistes, d'assistantes, enfin voilà. Et dans ce cas-là, il y a un double sentiment des habitants, et ils nous en font part. C'est bon, quelque part, ils se sentent un peu valorisés parce qu'on parle d'eux, mais d'un autre côté, ils se sentent vraiment utilisés parce que dans ce genre de situation, c'est un officiel qu'ils ne connaissent pas ou ils l'ont vu de loin mais ils n'ont pas l'occasion de lui parler. C'est arrivé que la personne s'adresse à nous mais pas directement aux personnes, c'est un peu gênant. Et
Il y a la présence de la presse, c'est organisé en urgence, on est obligé d'appeler les familles en vitesse pour qu'elles viennent se faire filmer. Il y a quand même plus respectueux comme façon de faire. Et du coup, les gens se sentent peu considérés finalement dans ce qu'ils sont. Oui. Surtout prendre des images des personnes sans parfois leur consentement, même si ce sont des images floutées par la suite, n'empêche que les gens se reconnaissent dans le quartier et c'est parfois assez gênant. C'est une question de relation de confiance et de respect finalement. La manipulation aussi peut venir du fait de leur poser des questions, mais des questions dirigées. Oui, parfois. Et parfois, ça aussi, les personnes pensent donner une question correcte, une réponse pardon, correcte, une façon de se faire valoriser. Mais parfois, on sent bien que dans les réponses, les personnes sont manipulées. Et nous, en tant que professionnels, ça peut nous mettre mal à l'aise vis-à-vis de notre public. Parce qu'il faut souligner que, effectivement, les officiels, ils viennent, mais ils repartent. Nous, on vit avec les personnes au quotidien. Et pour que ces personnes, on a dû faire un travail énorme pour que ces personnes aient confiance en nous. Et lorsque ces genres de choses se produisent, la confiance peut vite dégringoler. Et maintenant, c'est un autre travail de terrain qu'il faut réapprendre, il faut instaurer une autre forme de confiance. Et je vous assure que ça peut prendre du temps. Et n'oubliez pas que les quartiers, c'est un petit village, tout se sait, tout se dit et tout se voit. Donc attention à ce qu'on fait sur le terrain. Oui, j'ai envie de dire, c'est qu'on on vit quand même dans une société assez individualiste et finalement le fait de participer à la construction d'un projet commun, à la construction de l'EVS, à la mise en place d'actions, c'est passé à du collectif. Mais le collectif, ça se construit. Et ça ne se construit pas lorsque les gens ont l'impression d'être des faire-valoir d'une association ou d'une politique. Voilà. Après, il me reste une question, je ne sais pas si c'est le lieu pour la poser. Enfin, tu voulais peut-être encore dire, excuse-moi Maggie. C'est quand même quelque chose qui m'interpelle. On parle beaucoup de participation des habitants et c'est pas nouveau, ça date quand même d'il y a quelques années, de longues années maintenant. Et j'aimerais savoir comment on peut parler d'une réelle participation si les objectifs sont déjà définis par les pouvoirs publics dans le cadre des projets. À quel moment vraiment les gens peuvent participer? Sont-ils pris en compte? Enfin, c'est pas une question nouvelle, mais je pense qu'elle mérite quand même qu'on s'interroge là-dessus. Le déploiement de coordonnateurs de parcours dans nos établissements socio-médico-sociaux est né d'une volonté associative et qui d'ailleurs est inscrite au dernier CEPOM, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, qui a été signé avec l'ARS. Donc avec un objectif clairement identifié, déployer des coordonnateurs de parcours dans les établissements. Cette volonté est née, a pour objectif de rendre effective la co-construction du projet d'accompagnement, c'est-à-dire de passer en quelque sorte d'une logique de prescription à une logique de réponse à un besoin ou à des besoins. Donc les choses se sont faites en plusieurs étapes. Alors je vais parler du dispositif que je dirige, le dispositif sensoriel et moteur. Sachant qu'on était établissement porteur de l'équipe relais handicap rare et c'est un dispositif nouveau, dispositif d'appui qui s'est créé en 2015 et où on a d'emblée recruté 2 coordonnateurs de parcours. De fait, sur les autres établissements et services du dispositif sensoriel et moteur, on déploie des coordonnateurs de parcours. Donc une première étape, c'était la formation de l'équipe de cadre, de direction, avec Jean-René Louba. Deuxième étape, une expérimentation avec 3 personnes qui ont pu être détachées sur 7 heures par semaine pour faire de la coordination de parcours avec quelques situations, quelques jeunes. Et puis, nous avons évalué cette expérimentation. Et ensuite, comme l'évaluation était positive, nous avons déployé des coordonnateurs. Et à ce jour, nous avons 4 équivalents temps plein de coordonnateurs de parcours.
C'est quelqu'un qui va m'aider dans mon projet professionnel et dans mon parcours de vie. C'est quelqu'un qui le suit après l'institution, enfin, oui, c'est l'institution qui nous aide à construire des choses dans notre vie. C'est un facilitateur de mise en place d'un projet. C'est aussi un booster qui va nous donner plein d'idées par rapport à un projet, qui va relancer aussi la machine parce que c'est au long cours. C'est aussi un médiateur entre nous, la famille, et puis les structures. C'est un nouveau métier qui ouvre sur la prise en compte globale de la personne. Moi, je pense que ce rôle est vraiment essentiel dans la mesure où il permet d'exprimer à une personne l'ensemble des éléments qui nous semblent importants dans les relations avec le service. Et d'avoir une personne ressource, une personne fixe tout au long du parcours, ça me paraît très important pour les familles. Le relationnel avec la personne accompagnée est primordial, c'est-à-dire pouvoir entrer en lien avec eux, établir une relation de confiance, pouvoir être à l'écoute des demandes, des besoins. Un premier atout, c'est de pouvoir aller à la rencontre de tous les interlocuteurs qui gravitent autour de l'usager. Alors bien sûr, en priorité, la personne concernée, la famille, et que notre mission de coordinateur de parcours, elle permet justement de rassembler et puis de mettre un peu de liant et surtout de recueillir avant tout les attentes et les besoins de la personne. C'est qu'on a du temps pour ça. Parce que ça, c'est vrai. C'est notre métier d'être là pour eux. Quand il y a un désaccord, et le coordonnateur, il est très important parce qu'il est là pour faire... il fait tiers, en fait. Oui. Et nous, on peut lui exposer nos difficultés, il les comprend, voilà. Et en fait, à partir de là, il peut être le lien entre les deux parties. Et c'est très aidant pour nous. Et puis ce petit pas de côté qui permet d'avoir un recul et ne pas être dans le quotidien avec le jeune et l'affect qu'il peut avoir. Le coordinateur est vraiment un élément qui va faire valoir la parole de la personne accompagnée. S'il y a un truc qu'on me propose et que je ne suis pas d'accord avec ça, je vais dire non, là, ça ne me plaît pas. Donc les usagers sont très surpris au départ, mais ils apprécient beaucoup d'être vraiment mis au centre de toutes les décisions et de leurs projets. En fait, c'est eux qui connaissent le mieux leurs enfants. Par rapport à mon projet, moi je me sens parfaitement capable de dire quand ça me convient et quand ça ne me convient pas. En fait, nous, on voulait dire qu'il est important que le coordonnateur de parcours il ait une légitimité auprès de tout le monde et surtout auprès de tous les acteurs. En tout cas, c'est des jolies missions qu'on nous a confiées. Après, c'est vrai que j'essaye de les remplir du mieux que je peux, le plus humainement possible, parce qu'il faut, on travaille avec des humains et c'est important d'être à l'écoute, d'être bienveillant.